Mes parents m'ont regardé droit dans les yeux, et m'ont dit, tu ne corresponds pas à l'image de cette famille. Alors, reste ici, pendant qu'ils partaient en voyage avec tous les autres. Alors, j'ai vendu la maison. Ils y vivaient gratuitement depuis des années, et maintenant, ils n'ont plus leur place nulle part. J'ai 28 ans, je suis un homme, et j'ai pratiquement toujours été le raté de la famille, du moins depuis que je suis en âge de décevoir les gens. Vous connaissez sans doute cette dynamique familiale, où il y a l'enfant prodige, et puis, eh bien, il y a l'autre. Oui, cet autre, c'est moi. Mon frère Joseph a 2 ans de plus que moi, et il a toujours été la vedette, depuis le tout premier jour. Quoi qu'il en soit, le mois dernier, Joseph a été promu dans son entreprise. Il a obtenu un poste de cadre intermédiaire, avec un titre pompeux, qui ajoute probablement quelque chose comme 10 000 € à son salaire. Ne vous méprenez pas, c'est très bien pour lui. Mais, vu la façon dont mes parents ont réagi, on aurait cru qu'il venait d'être élu président, ou quelque chose du genre. Le lendemain du jour où il leur a annoncé sa promotion, maman m'a appelé, tout excitée. « Ethan, mon chéri, nous organisons une petite fête pour la grande nouvelle de Joseph. Peux-tu nous aider à tout préparer, ce week-end » Or, quand ma mère parle d'une petite fête, ce qu'elle veut vraiment dire, c'est inviter la moitié de la famille élargie, plus tous les voisins, pour en faire une production gigantesque. Et quand elle demande de l'aide pour préparer, cela signifie se pointer à 6 heures du matin, pour faire tout le travail difficile, pendant que Joseph fait la grasse matinée jusqu'à midi. Mais bon, la famille reste la famille, n'est-ce pas? Alors, j'ai répondu, bien sûr, je vais vous aider. Le samedi matin, je me pointe chez eux à 6h30, avec du café et des beignets pour tout le monde. La voiture de Joseph n'est même pas encore dans l'allée. Le mec était probablement de sortie, en train de célébrer avec ses potes la veille au soir. « Oh, Dieu merci, tu es là », dit maman en me voyant. Nous devons complètement réaménager le jardin, avant que le traiteur n'arrive à 10h. Ainsi, pendant les 4 heures qui ont suivi, j'ai essentiellement fait du travail manuel. J'avais le dos en compote, mais j'ai continué, car c'est apparemment mon rôle dans cette famille, le type serviable, qui ne se plaint jamais. La fête en elle-même était en fait plutôt sympathique, je dois bien le leur accorder. La nourriture était bonne, et tout le monde semblait passer un excellent moment. Vers 15h, les invités ont commencé à porter des toasts. L'oncle Mike s'est lancé en premier, avec un discours sur le travail acharné, et le dévouement qui finissent par payer. Ensuite, papa a tapoté sa fourchette contre son verre, pour attirer l'attention de l'assemblée. Le jardin tout entier s'est tu, et tous les regards se sont tournés vers lui. Avant que nous ne clôturions cette journée, a-t-il déclaré, avec un immense sourire aux lèvres, votre mère et moi avons une dernière surprise à partager. Je me tenais vers le fond, un sac poubelle à la main, en train de ramasser les assiettes vides. Je me suis dit qu'ils allaient peut-être donner de l'argent à Joseph, pour l'acompte d'une maison, ou bien l'aider à s'acheter une nouvelle voiture. Quelque chose de gentil, mais sans être trop extravagant. Cependant, ce qui a suivi, bon sang, j'aurais dû le voir venir, mais ce ne fut vraiment pas le cas. Nous avons décidé d'emmener toute la famille en croisière en Europe, pour célébrer la réussite de Joseph. La foule a littéralement perdu la tête. Les gens applaudissaient, poussaient des cris de joie, se prenaient dans les bras, et parlaient déjà de la façon dont ce voyage allait être incroyable. Je restais planté là, tenant toujours mon sac poubelle, et je me disais, d'accord, c'est super cool. Ça a l'air génial. Quand est-ce qu'on part? J'ai commencé à passer mentalement en revue mon emploi du temps client, essayant de voir quels projets je pouvais terminer en avance, et lesquels je devrais reporter. Après quelques minutes de félicitations, et de bavardages animés, je me suis approché de l'endroit où mes parents étaient encore assaillis par les proches, tous désireux d'obtenir des détails sur le voyage. J'ai attendu une pause dans la conversation, puis j'ai lancé, « Eh, maman, papa, ça a l'air incroyable. Quelle est la date de départ? J'ai besoin de libérer mon agenda, et d'organiser mon travail. » Le regard qui a alors traversé le visage de mon père. J'aurais dû savoir, à cet instant précis, que quelque chose clochait. C'était comme si je venais de lui demander un rein, ou de lui annoncer que je rejoignais une secte. Maman a également affiché une expression bizarre, comme si elle essayait de résoudre un problème de mathématiques complexe dans sa tête. « Oh » a dit papa, et j'ai bien senti que tout son ton avait changé. « Oh, Ethan. » C'est là que j'ai compris. Avant même qu'il n'ait fini de parler, je savais exactement ce qui allait se passer.
Mais j'ai quand même posé la question, car, que faire d'autre dans une telle situation? Comment ça, oh, Ethan? Le jardin n'était pas devenu complètement silencieux, mais j'avais nettement l'impression que les gens commençaient à prêter attention à notre échange. Ma cousine Kazé se tenait à proximité, et je l'ai vue faire un pas de plus, comme si elle sentait qu'un drame se préparait. Eh bien, mon chéri, est intervenue maman, essayant de paraître douce, mais rendant étrangement les choses encore pires. Nous pensions simplement que tu n'aurais pas vraiment envie de venir à un événement de ce genre. Pourquoi ne voudrais-je pas aller à des vacances en famille? Papa s'est raclé la gorge. Honnêtement, Ethan, tu n'as jamais vraiment eu ta place parmi nous, de toute façon. Ce voyage est réservé aux membres de la famille, avec lesquels nous sommes réellement fiers d'être vus. Je le jure, toutes les conversations dans ce jardin se sont arrêtées net. Alors, me voilà, debout au beau milieu de cette fête dans le jardin, avec un sac poubelle à la main. Et mon père vient tout juste de me dire, que je ne suis pas le genre de membre de la famille avec lequel ils sont fiers de s'afficher, le tout devant une trentaine de personnes. Le silence était si lourd, que l'on aurait pu le couper au couteau. Je sentais tous les regards braqués sur moi, attendant de voir comment j'allais réagir. Ma cousine Kazé avait l'air de vouloir frapper quelqu'un. Quelques-uns des parents plus âgés faisaient cette chose, où ils trouvent soudainement leurs chaussures très intéressantes. Mais vous savez quoi? Je n'ai pas pété les plombs. Je n'ai pas commencé à crier, je ne lui ai pas jeté le sac poubelle à la tête, et je ne suis pas parti en trombe de manière dramatique. Je suis juste resté là, hochant la tête, comme s'il venait de m'annoncer les prévisions météo. Très bien, ai-je simplement répondu. Maman est intervenue très rapidement, essayant de limiter les dégâts. Ce que ton père veut dire, mon cœur, c'est que quelqu'un doit rester sur place, et garder un œil sur les affaires ici. Tu sais, arroser les plantes, récupérer le courrier, et s'assurer que tout est en sécurité. De plus, a ajouté papa, apparemment pas encore satisfait de m'avoir détruit, cette croisière va être très sociale. Il y aura beaucoup d'opportunités de réseautage, de rencontres avec de nouvelles personnes, et des dîners formels. Ce n'est pas vraiment ton truc, tu sais. Joseph a fini par prendre la parole, mais pas pour me défendre, ou quoi que ce soit de ce genre. Ouais, mec. Ça va être assez intense. Parfois des journées de 12 heures, avec toutes les excursions et autres trucs du genre. Ce serait peut-être mieux, si tu te reposais simplement ici. J'avais envie de leur demander ce qui, exactement, leur faisait croire que je n'étais pas capable de rencontrer de nouvelles personnes, ou de dîner dans un bon restaurant. Mais honnêtement, à quoi bon? Ils avaient déjà clairement montré la façon dont ils me percevaient. Le pire, ce fut d'entendre les autres commencer à leur donner raison. Tante Linda a hoché la tête, et a affirmé, de toute façon, Ethan a toujours été plutôt casanier. L'oncle Mike a renchéri en disant, ouais, quelqu'un de responsable devrait absolument surveiller la maison. De mon côté, j'ai simplement continué à hocher la tête, et à répondre, oui, tout à fait. Car qu'allais-je faire d'autre? M'effondrer devant toute la famille? Leur donner encore plus de raisons de me considérer comme quelqu'un d'instable? Kazé s'est approché, et s'est tenu à mes côtés. C'est vraiment n'importe quoi, m'a-t-elle chuchoté. Ce n'est rien, lui ai-je répondu, même si, de toute évidence, ce n'était pas le cas. La fête a continué après cela, mais l'ambiance était complètement différente, du moins en ce qui me concerne. Quoi qu'il en soit, tous les autres ont semblé passer rapidement à autre chose. Ils sont retournés féliciter Joseph, et lui poser des questions enthousiastes sur la croisière. Mon frère montrait aux gens des photos du navire sur son téléphone, pointant du doigt le pont où se trouvait leur cabine. Maman dressait déjà des listes de bagages, et parlait des tenues de soirée qu'elle devrait emporter. Pendant ce temps, je vidais les cendriers, et je pliais les chaises, comme un employé de maison. Kazé n'y allait pas non plus, mais c'était parce qu'elle avait déjà prévu un voyage, pour rendre visite à la famille de son petit ami la même semaine. Au moins, elle avait une raison légitime de ne pas être incluse. Quant à moi, je n'étais tout simplement pas à la hauteur, je suppose. Je me suis excusé, et je suis rentré à l'intérieur pour utiliser les toilettes. Mais en réalité, j'avais juste besoin d'une minute, pour digérer tout ce qui venait de se passer. Je suis resté devant le miroir, essayant de comprendre ce que je ressentais face à tout cela. De la colère, oui, sans aucun doute. Mais aussi, de manière assez étrange, du soulagement. C'était comme si, enfin, il venait de dire tout haut,
Ce que je soupçonnais depuis des années, que je n'avais pas vraiment ma place parmi eux. En rentrant chez moi, dans mon appartement, je n'arrêtais pas de repasser les mots de papa dans ma tête. Les membres de la famille avec lesquels nous sommes réellement fiers d'être vus. Celle-là, elle va me rester en travers de la gorge pendant un bon moment. Mais voici le détail important, il ne savait pas. Et c'est précisément là, que l'histoire devient intéressante. Cette maison dans laquelle il venait de faire la fête. Celle qu'il voulait que je garde, pendant qu'ils partaient faire leur croisière pour resserrer les liens familiaux. Eh bien oui, en fait, c'est ma maison. Mes grands-parents avaient acheté une maison modeste en 1987. Après que mon père a perdu son emploi en 2009, mes parents ont emménagé chez eux de manière temporaire. Un arrangement qui, finalement, est devenu permanent. Papy est décédé subitement il y a 5 ans, et mamie nous a quittés 6 mois plus tard. Or, grand-père m'a légué la maison. Mes parents étaient sous le choc. Mais voici le problème. Mes parents y vivaient déjà, et ce, depuis des années. Toutes leurs affaires se trouvaient sur place. Ils en avaient fait leur foyer. Il me semblait cruel de simplement les mettre à la porte, surtout juste après avoir perdu mes 2 grands-parents. Alors, j'ai passé un accord avec moi-même. Je garderai la maison à mon nom, mais je les laisserai y habiter. C'était ma famille, après tout, n'est-ce pas? Et je me disais que, peut-être, le fait de leur offrir cette sécurité aiderait, d'une manière ou d'une autre, à réparer notre relation. En y repensant aujourd'hui, c'était probablement la chose la plus stupide que j'ai jamais faite. Pendant 5 ans, j'ai payé toutes les taxes, ainsi que l'entretien, pendant qu'il y vivait sans débourser un centime de loyer. Mes parents n'ont jamais proposé de m'aider à payer quoi que ce soit. Pas une seule fois. Ils agissaient comme s'ils me faisaient une faveur, en habitant sur place et en s'occupant des lieux. Pendant ce temps, je continue de louer mon propre appartement, développant lentement mon entreprise. Je vis pratiquement d'un chèque de paie à l'autre, tout en entretenant une maison dans laquelle je ne vis même pas qu'à aborder parfois le sujet. C'est ridicule, Ethan. Tu subventionnes toute leur existence, alors qu'ils te traitent comme une poubelle. Ce n'est pas si terrible, répondais-je, même si, au fond de moi, je savais qu'elle avait raison. Le plus tordu dans tout ça, c'était la façon dont il parlait de la maison. C'était toujours « notre maison ceci » et « notre quartier cela ». Il se plaignait de la valeur des propriétés, ou parlait des rénovations qu'il souhaitait entreprendre. Mais il ne faisait jamais rien de concret, car, après tout, quelqu'un d'autre réglait la facture. L'année dernière, en préparant ma déclaration d'impôt, j'ai calculé combien j'avais dépensé pour cette maison depuis que j'en avais hérité. Entre les taxes foncières, les assurances, et les frais d'entretien, la somme dépassait les 35 000 euros. 35 000 euros pour assurer le confort de mes parents, pendant qu'ils racontaient à qui voulait l'entendre, que j'étais le grand raté de la famille. L'avocat m'avait remis tous les documents originaux, que je conservais dans un classeur, chez moi dans mon appartement. Cependant, je n'avais jamais sérieusement envisagé d'en faire quoi que ce soit, du moins, jusqu'à cette fameuse fête. Voyez-vous, il y a quelque chose, dans le fait de s'entendre dire qu'on n'est pas assez bien pour partir en vacances avec sa propre famille, qui remet vraiment les choses en perspective. Soudainement, toutes ces années passées à payer pour leur logement, pendant qu'ils me traitaient comme une déception, ont commencé à me paraître tout à fait absurdes. Le lendemain matin de la fête, j'étais assis dans mon appartement, buvant mon café, et je réfléchissais à leur projet de croisière. 2 semaines en Europe leur avaient probablement coûté 15 000 euros, au bas mot. De l'argent qu'ils possédaient, uniquement parce qu'ils ne payaient ni loyer, ni taxes foncières, ni réparation pour la maison. C'est à ce moment-là que j'ai sorti le classeur, et que j'ai commencé à revoir tous les documents relatifs à la propriété. L'acte de vente était clair comme de l'eau de roche, Ethan Morrison, propriétaire unique. La police d'assurance portait mon nom, tout comme les factures de taxes foncières qui m'étaient adressées. Pendant 5 ans, j'avais été le propriétaire légal de cette maison, tout en vivant comme un étudiant fauché dans un 2 pièces. Je finançais leur train de vie, pendant qu'ils planifiaient des vacances en famille, auxquelles je n'étais même pas convié. J'ai appelé Kazé vers midi. De manière hypothétique, ai-je commencé, que se passerait-il si je voulais vendre la maison de grand-père? Eh bien, de manière hypothétique, tu deviendrais plus riche d'environ 200 000 euros, compte tenu des valeurs actuelles du marché dans ce quartier. Pourquoi cette question? Juste par curiosité. J'ai jeté un coup d'œil autour de mon appartement exigu.
Une cuisine à peine assez grande pour une seule personne, pas de salle à manger, et des fenêtres qui donnaient sur un mur de briques. Pendant ce temps, mes parents vivaient dans une maison de 3 chambres, dotée d'un grand jardin, et d'un garage pour 2 voitures. À propos de beaucoup de choses, ai-je ajouté. Nous avons discuté pendant environ 1 heure. Kazé avait toujours été la seule personne de ma famille à voir la situation avec lucidité. Elle connaissait la vérité sur la propriété de la maison, puisqu'elle était présente lors de la lecture du testament. Mais, elle savait aussi que j'étais beaucoup trop gentil, parfois même à mon propre détriment. Kazé est restée silencieuse pendant un moment. Puis, elle a finalement pris la parole. Elle a affirmé être convaincue que grand-père m'avait légué la maison pour une bonne raison. Il voyait la façon dont mes parents me traitaient, et voulait s'assurer que j'aurais quelque chose de véritablement à moi. Au début, j'ai haussé les épaules, et je lui ai répondu peut-être, peu convaincu, mais elle ne voulait rien entendre. Selon elle, grand-père se plaignait souvent de l'ingratitude de mes parents. Il disait que j'étais le seul à lui rendre visite, simplement pour passer du temps avec lui, et non pas pour réclamer quelque chose. Cette remarque m'a frappé plus durement que je ne m'y attendais. Avec le recul, elle n'avait pas tort. J'avais l'habitude de passer le voir toutes les quelques semaines, pour l'aider à entretenir le jardin. J'écoutais avec attention ses histoires, sur son travail dans la construction, ou sur la façon dont il avait élevé ses enfants dans les années 80. Je ne lui avais jamais rien demandé. J'aimais simplement être en sa compagnie. C'était une relation vraiment sincère. Kazé n'en avait pas terminé. Elle a ajouté, grand-père a mentionné un jour, qu'il espérait qu'en te donnant cette maison, cela t'aiderait à apprendre à te défendre. Il pensait que le fait de posséder quelque chose de réel, te donnerait peut-être le coup de pouce dont tu avais besoin, pour te forger une colonne vertébrale. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je suis resté assis là, à fixer l'acte de propriété posé sur la table basse, mon nom imprimé tout en haut, comme si cela avait une véritable signification. C'est alors qu'elle a posé la question, qui allait tout faire basculer, que allais-je donc faire à ce sujet ? Je n'avais pas encore de réponse claire, mais les idées commençaient tout doucement à se mettre en place. Les 2 semaines qui ont précédé leur départ, furent donc une véritable torture. Chaque SMS envoyé dans le groupe familial, concernait les préparatifs de la croisière. Chaque appel téléphonique incluait des mises à jour, sur les excursions à terre et les réservations pour les dîners. Et moi, je n'ai reçu absolument aucun de ces messages, car, apparemment, les gardiens de maison n'ont pas besoin de connaître les détails des vacances en famille. Joseph publiait des mises à jour constantes sur les réseaux sociaux, concernant le renouvellement de son passeport, et l'achat de nouveaux bagages. Maman n'arrêtait pas d'appeler tante Linda, pour coordonner leur tenue en vue de la soirée de gala. Papa, quant à lui, faisait des recherches sur les adaptateurs électriques européens, comme s'il planifiait une mission pour la NASA. La partie la plus amusante, fut de les observer s'angoisser, à l'idée de laisser leur précieuse maison sans surveillance. Maman a bien dû m'appeler 6 fois, la semaine précédant leur départ, pour me donner des instructions au hasard. Assure-toi de vérifier toutes les serrures chaque soir. Surtout, ne laisse entrer aucun inconnu, même s'ils prétendent venir de la compagnie d'électricité. Papa m'a fait toute une leçon de morale sur le fait d'être responsable, et sur la façon dont il me confiait leur bien le plus précieux. L'ironie de la situation lui échappait complètement. Cette maison représente tout pour nous, Ethan. Nous avons consacré toute notre vie à en faire un véritable foyer. C'est ça, papa, avec mon propre argent. Mais bien sûr, vas-y, continue à me faire la leçon sur la responsabilité. 3 jours avant leur départ, j'ai fait une chose que j'aurais probablement dû accomplir des années plus tôt. J'ai appelé un agent immobilier. Je lui ai expliqué que je serais peut-être intéressé par la vente d'une propriété, et je voulais savoir comment se déroulait le processus. Après l'avoir consultée, elle m'a annoncé que la maison valait environ 250 000 €, et qu'elle pourrait se vendre très rapidement sur ce marché. Une somme d'argent capable de changer une vie. Pourtant, il y avait toujours cette petite voix tenace dans ma tête, qui me répétait, « Tu ne peux pas simplement vendre la maison de tes parents. » Même si, techniquement parlant, ce n'était pas la leur. Et même s'ils venaient tout juste de me déclarer que je n'étais pas assez bien, pour qu'on me voie en public avec eux. Le samedi matin, jour du grand départ. Joseph est passé prendre maman et papa à 8 heures, pour les conduire à l'aéroport. Leur vol pour New York décollait à midi, suivi d'une correspondance pour Rome, prévue le soir même.
J'ai reçu exactement un seul texto de maman, n'oublie pas d'arroser les plantes, et de relever le courrier. Nous appellerons quand nous aurons atterri. Aucun, merci de garder la maison. Aucun, nous apprécions que tu fasses cela pour nous. Seulement des ordres stricts, et la promesse de donner des nouvelles, lorsque cela les arrangerait. Kazé est passé me voir cet après-midi-là, apportant des pizzas et des bières. Comment tiens-tu le coup? Ça va. C'est juste bizarre de voir la maison si vide, ai-je répondu. Nous étions assis dans le salon de mes parents, ce qui procurait une sensation étrange. Je m'étais rendu dans cette maison un nombre incalculable de fois, mais généralement, ce n'était que pour des événements familiaux, ou de brèves visites. Je n'y avais jamais traîné, comme si l'endroit m'appartenait réellement. Tu pourrais vraiment passer à l'acte, tu sais, a fini par lancer Kazé, après un long moment de silence. Faire quoi? Vendre la maison. Je ne dis pas que tu devrais le faire, mais simplement que tu le pourrais. Légalement, financièrement, et de manière tout à fait pratique. Absolument rien ne t'en empêche. J'ai déambulé dans la maison pendant qu'elle parlait. Je l'ai vraiment regardée pour la toute première fois en tant que propriétaire, et non plus comme un simple invité. La cuisine qu'ils avaient rénovée, grâce à l'argent économisé en ne payant pas de loyer. La terrasse en bois que papa avait teinte l'été dernier, avec des matériaux que j'avais moi-même financés. La chambre principale, où il dormait paisiblement, dans une maison qu'il croyait leur appartenir. Cette nuit-là, je suis resté dormir dans la chambre d'amis. Cela me faisait un drôle d'effet, mais d'une certaine façon, cela semblait juste. Après tout, c'était censé être ma propre maison. J'ai passé la matinée suivante, à me promener dans chaque pièce, en les observant attentivement. Les photos de famille accrochées au mur, sur lesquelles j'apparaissais parfois, mais toujours léguées en arrière-plan, comme une simple décoration. Le salon où ils avaient organisé d'innombrables rassemblements, que j'avais aidé à préparer, sans jamais m'y sentir le bienvenu. Le jardin à l'arrière, où ils venaient d'organiser cette fête, pour finalement m'exclure de leurs vacances familiales. Le lundi matin, j'ai rappelé l'agent immobilier. Cette propriété dont nous avons discuté, je souhaite la mettre en vente. Merveilleux. Quand souhaiteriez-vous que je vienne y jeter un coup d'œil? Que diriez-vous de cet après-midi? Elle est arrivée à 14 heures, accompagnée de son photographe, et de ses instruments de mesure. Elle a passé environ 1 heure à tout examiner, prenant des notes assidues, ainsi que de nombreuses photos. C'est une propriété magnifique, m'a-t-elle confié. Elle est très bien entretenue, possède une structure solide, et bénéficie d'un excellent emplacement. Je pense que nous pouvons la mettre en vente à 260 000 €, et voir comment les choses évoluent. Dans combien de temps pouvez-vous la mettre sur le marché? Je peux activer l'annonce d'ici jeudi matin, si vous souhaitez avancer aussi rapidement. Le jeudi matin, ma famille serait quelque part au-dessus de la Méditerranée. Ils publieraient des photos de leurs formidables vacances, pendant que je réglerai les affaires à la maison. Allons-y, faisons cela, lui ai-je répondu. J'ai passé la journée de mardi, à organiser toute la documentation légale. J'ai fait des copies de chaque document, et j'ai placé les originaux dans un coffre-fort à la banque, que j'avais loué spécialement pour l'occasion. Mon agent immobilier m'a aidé à comprendre toutes les exigences en matière de divulgation, ainsi que les formalités administratives que je devais remplir. Le mercredi, le photographe est revenu, afin de prendre des clichés professionnels pour l'annonce. C'était très bizarre de voir des inconnus se promener dans la maison pour prendre des photos, mais c'était aussi plutôt excitant. Ce soir-là, j'ai reçu ma toute première mise à jour concernant leurs vacances en famille. Un SMS de groupe contenant des photos prises sur le navire. Tout le monde avait l'air bronzé et heureux, passant un moment des plus extraordinaires. Maman a écrit, cette croisière en famille a été la meilleure idée qui soit. J'ai longuement regardé ces photos. Joseph, le bras posé sur l'épaule de papa lors du dîner du capitaine. Maman et tante Linda, riant aux éclats devant un spectacle comique. Tout le monde était sur son 31, donnant l'impression de sortir tout droit d'une brochure de voyage. Cette même famille, dont je n'étais pas assez digne pour faire partie. Dès le vendredi après-midi, nous avions reçu 4 offres d'achat. Tout était payable comptant, et tout dépassait le prix demandé. Le dimanche matin, j'ai accepté l'offre d'un jeune couple ayant des bébés jumeaux. Ils avaient l'air sympathiques, très enthousiastes à l'idée de s'installer dans ce quartier, et prévoyaient de transformer la chambre d'amis en chambre d'enfants. Kazé est passé à la maison, pour célébrer la nouvelle avec des plats chinois à emporter.
Qu'est-ce que ça fait, m'a-t-elle demandé. Ça fait peur. C'est excitant. C'est comme si, pour la première fois, je faisais enfin quelque chose pour moi-même, au lieu de me contenter d'accepter ce qu'il décide que je mérite. Ton grand-père serait fier de toi. Oui, je pense qu'il le serait. 3 jours plus tard, pendant que ma famille publiait des photos depuis un musée romain, j'ai signé la promesse de vente. Il restait 2 semaines avant la conclusion finale. 2 semaines avant qu'ils ne rentrent chez eux, pour découvrir que leur maison appartenait désormais à quelqu'un d'autre. J'avais vraiment hâte de voir l'expression sur leur visage. La partie la plus délicate a été de gérer toutes les affaires de mes parents. En effet, ils avaient accumulé l'équivalent de 30 ans de souvenirs dans cette maison. Des meubles, des vêtements, de l'équipement de cuisine, des albums photos, sans oublier l'atelier de papa dans le garage, et la salle de bricolage de maman. Je ne pouvais pas tout laisser sur place pour les nouveaux propriétaires. Mais je ne pouvais pas non plus demander à mes parents ce qu'ils souhaitaient conserver, pendant qu'ils sirotaient des cocktails sur un bateau de croisière. J'ai donc engagé une entreprise de déménagement. Je leur ai expliqué qu'il s'agissait d'une relocalisation familiale, et que j'avais besoin que tout soit emballé de manière professionnelle, avant d'être placé dans un garde-meuble. Cela m'a coûté environ 2800 €. Mais honnêtement, cela valait largement la peine de ne pas avoir à trier toutes leurs affaires personnelles moi-même. Les déménageurs sont arrivés un mercredi matin, avec un énorme camion et environ 6 ouvriers. Je leur ai donné pour instruction de tout emballer, à l'exception des meubles basiques qui se trouvaient déjà dans la maison à l'origine. Je leur ai demandé de préserver soigneusement les photos de famille, les objets personnels, et tout ce qui semblait avoir une valeur sentimentale ou financière. C'était totalement surréaliste d'observer des inconnus, en train d'emballer la vie entière de mes parents. La collection d'anges en céramique de maman, qu'elle assemblait depuis une vingtaine d'années. La collection de chopes de bière vintage de papa, qu'il exposait fièrement dans le bureau. Le vaisselier contenant les assiettes en porcelaine, qu'il n'utilisait que pour les jours de fête. L'un des déménageurs m'a demandé où je souhaitais qu'il dépose une boîte remplie d'albums photos. Au garde-meuble, ai-je répondu. Tout va au garde-meuble. Vous êtes sûr que vous ne voulez rien conserver de tout cela? J'ai jeté un coup d'œil aux albums photos. Il y avait probablement des centaines de clichés familiaux à l'intérieur. Des vacances, des anniversaires, des remises de diplômes, des matins de Noël. Les souvenirs d'une famille, qui venait tout juste de m'annoncer que je n'étais pas assez bien pour partir en vacances avec eux. Non, ça ira, lui ai-je répondu. L'ensemble du processus d'emballage a pris environ 8 heures. Le soir venu, la maison était pratiquement vide, à l'exception des appareils électroménagers et des meubles de base. Elle paraissait complètement différente sans toutes leurs petites touches personnelles. Plus vaste, d'une certaine manière, mais aussi un peu triste. J'ai passé cette nuit-là dans la maison vide, pour une toute dernière fois. J'ai commandé une pizza, que j'ai mangée assis sur le sol de la cuisine, puisque tous les meubles de la salle à manger avaient disparu. J'ai essayé d'imaginer ce que cela aurait été de grandir ici, en ayant le sentiment d'y être véritablement à ma place. L'unité de stockage que j'avais louée, était l'une de ces grandes installations climatisées à l'autre bout de la ville. J'ai payé pour 6 mois d'avance, et j'ai conservé l'unique clé. J'ai estimé que c'était déjà bien assez généreux de ma part, étant donné qu'il bénéficiait d'un stockage gratuit, pour des affaires provenant d'une maison qu'ils ne possédaient même pas. Le vol de mes parents devait atterrir le mercredi soir. Le timing était donc particulièrement serré, mais cela restait faisable. Ce matin-là, je me suis réveillé avec une sensation étrange. Je n'étais pas vraiment nerveux, mais j'avais l'impression d'être sur le point de franchir une ligne de non-retour. Une fois ces papiers signés, ce serait définitivement terminé. Plus aucun retour en arrière ne serait possible. Kazé m'a envoyé un texto vers 10 heures du matin, c'est le grand jour. Es-tu prêt pour ça? Aussi prêt que je ne le serai jamais. Veux-tu que je t'accompagne à la signature, pour t'apporter un soutien moral? Non, je vais gérer ça tout seul, mais merci beaucoup. La signature finale avait lieu dans le bureau d'un avocat, en plein centre-ville. Un endroit vraiment très chic, avec des sols en marbre, et des boiseries sombres sur les murs. Cela m'a donné l'impression d'accomplir quelque chose de très important, et de profondément officiel. Lorsque nous sommes arrivés à la partie financière, j'ai failli m'étouffer. Après déduction des frais d'agence, des frais de clôture, et des diverses taxes, le bénéfice net s'élevait à 247 800 €.
C'était plus d'argent que je n'en avais jamais vu de toute ma vie. Comment souhaitez-vous recevoir les fonds? Un virement bancaire sur mon compte courant fera l'affaire, je suppose que c'est possible. Ce sera traité aujourd'hui, et cela devrait apparaître sur votre compte dès demain matin. Après le départ de tous les autres, je suis resté assis dans ma voiture, devant le cabinet de l'avocat, pendant une vingtaine de minutes. J'essayais de digérer tout ce qui venait de se passer. J'avais vendu la maison de ma famille. La maison de mon grand-père. Cette même maison dont j'avais hérité, et que j'avais entretenue pendant 5 ans, tout en étant traitée comme une perpétuelle déception. C'était désormais chose faite. Fini les taxes foncières, terminé les frais d'entretien. Fini le temps où je subventionnais le train de vie de mes parents, pendant qu'ils m'excluaient sciemment de leurs activités familiales. Mon téléphone a vibré, affichant une notification de mon application bancaire. Un dépôt important était en attente. 247 800 €. Un quart de million, provenant de la maison que mon grand-père m'avait léguée, tout simplement parce qu'il voulait m'offrir de la sécurité et de la stabilité. J'ai pris la voiture, et je me suis rendu au garde-meubles, pour y déposer la clé ainsi que les informations d'accès. J'ai laissé le tout dans une enveloppe, accompagné d'un petit mot, vos affaires se trouvent dans l'unité 247B. Le loyer est payé jusqu'en janvier. Le code d'accès est le 0925. C'est la même date que celle de la promotion de Joseph, puisque cela semblait si important aux yeux de tous. Ensuite, je suis rentré chez moi dans mon appartement, et j'ai attendu. Le mercredi soir, j'ai reçu un texto de groupe envoyé par Joseph, bien atterri. Un voyage incroyable. J'ai hâte de tout raconter à tout le monde. Nous rentrons à la maison maintenant. J'ai éteint mon téléphone, et je me suis couché tôt. La journée du lendemain promettait d'être fort intéressante. Le jeudi matin, je me suis réveillé en découvrant 17 appels en absence, et une trentaine de SMS. L'heure du grand retour avait sonné. Le tout premier appel avait été passé vers 18h30 le mercredi, probablement à l'instant même où il s'était garé dans l'allée, pour y découvrir des voitures inconnues. S'en est suivi une véritable rafale d'appels et de messages. À mesure que la situation dégénérait, les textes de Joseph ont commencé par exprimer de la confusion, « Mec, il y a des gens dans la maison. » Puis de l'inquiétude, « Ethan, rappelle-moi. Quelque chose ne tourne pas rond. » Et enfin de la colère, « Que diable se passe-t-il? Réponds à ton foutu téléphone. » Les messages de maman, quant à eux, traduisaient une panique totale, « Ethan, s'il te plaît, appelle-nous immédiatement. Il y a eu une horrible erreur. Ces gens affirment que notre maison leur appartient désormais. Je ne comprends pas ce qui arrive. » Les messages vocaux de papa sont devenus de plus en plus furieux. Il a commencé par exiger des explications, puis est passé aux accusations, affirmant que j'avais forcément dû tout faire foirer. Il a terminé par des menaces enflammées, sur ce qui se produirait lorsqu'il aurait trouvé le moyen de réparer ce gâchis. Le meilleur dans tout cela, c'était de lire entre les lignes, et d'imaginer la scène se déroulant sous mes yeux. Visualisez un peu la chose. Ils arrivent devant leur domicile, après 2 semaines passées à profiter de dîners de luxe sur un bateau, et à faire du tourisme en Europe. Ils discutaient probablement du merveilleux moment qu'ils avaient passé à resserrer les liens familiaux. Papa a un beau bronzage. Maman s'est acheté un sac à main en cuir italien. Et Joseph est déjà en train de planifier ses prochaines vacances. Puis, ils aperçoivent la Honda Civic de marque dans l'allée, à l'endroit précis où le camion de papa devrait être garé. Ils voient peut-être des jouets d'enfants sur la pelouse de devant, et des rideaux différents aux fenêtres. Je parie que le premier instinct de papa a été de s'avancer d'un pas ferme, pour exiger que ces intrus s'expliquent immédiatement. Pouvez-vous imaginer Marc ouvrant la porte, tenant probablement l'un de ses jumeaux dans les bras, totalement confus de voir que ces inconnus pensent vivre dans sa propre maison? La police a fini par être appelée à un moment donné, au cours de la nuit de mercredi. J'ai pu le déduire, car l'un des derniers messages vocaux de papa mentionnait qu'il avait parlé à des agents. Ces derniers lui avaient confirmé que la vente était parfaitement légale, mais ils n'avaient pas pu lui expliquer comment cela s'était produit. Le jeudi matin, le ton des messages avait radicalement changé. Il y avait moins de confusion, et beaucoup plus de rage. Ils avaient clairement compris que j'étais impliqué d'une manière ou d'une autre, même s'ils n'en saisissaient pas encore toute l'ampleur. Je les ai laissés mariner pendant la majeure partie de la matinée, tandis que je m'occupais de mes affaires professionnelles. Vers midi, j'ai finalement rappelé papa. Il a décroché avant même que la première sonnerie ne s'achève.
Ethan, que diable se passe-t-il? Il y a des étrangers qui vivent dans notre maison. Salut, papa. Alors, comment s'est passée la croisière? Ne t'avise surtout pas de jouer avec moi en ce moment. Nous venons tout juste de rentrer, et une famille prétend avoir acheté notre maison. La police nous a dit que c'était une vente légale, mais c'est totalement impossible. En fait, papa, ce n'est pas impossible. J'ai vendu la maison. Le silence s'est abattu. Puis, tu as fait quoi? J'ai vendu ma maison. Tu sais, celle que grand-père m'a léguée il y a 5 ans. J'ai trouvé une gentille famille qui souhaitait l'acheter. Ethan, c'est notre maison. Nous y vivons depuis 15 ans. Vous y avez vécu, oui. Dans ma maison. Celle dont j'ai hérité, et que je possède légalement. Enfin, que je possédais, au passé désormais. Il y a eu un long moment de silence à l'autre bout du fil. Je pouvais presque l'entendre essayer de donner un sens à ce que je venais de lui dire. Il tentait de reconstituer les pièces du puzzle, pour comprendre comment tout cela avait pu se produire à son insu. Il a finalement repris la parole. Sa voix était tendue et tremblante. Il m'a dit que je ne pouvais pas simplement vendre la maison de quelqu'un d'autre, que c'était de la pure folie, et que je devais arranger ça immédiatement. Mais, il n'y avait plus rien à arranger. La vente était conclue. Les papiers étaient dûment signés, et les nouveaux propriétaires s'installaient déjà. L'argent était bel et bien arrivé sur mon compte bancaire. Il n'y avait aucun retour en arrière possible. C'est à cet instant précis qu'il a émis un bruit étranglé, comme si quelqu'un venait de lui donner un violent coup de poing dans le ventre. La dure réalité commençait enfin à faire son chemin, Où sommes-nous censés vivre? Mince alors, papa, je n'en ai aucune idée. Et moi, où étais-je censé vivre, lorsque vous avez décidé que je ne faisais pas partie de la famille? J'ai entendu maman pleurer en arrière-plan. Puis, elle a arraché le téléphone des mains de mon père. Ethan, mon cœur, s'il te plaît, dis-moi qu'il s'agit d'une horrible erreur. Nous ne pouvons pas nous retrouver à la rue. Où sommes-nous censés aller? Eh bien, maman, tu as tous ces membres de la famille avec lesquels tu es si fier d'être vu. Peut-être que l'un d'entre eux pourra vous venir en aide. Tu sais, ceux de la fameuse croisière à laquelle je n'étais pas digne de participer. C'est très différent, Ethan. Nous avons besoin d'un endroit où vivre. Et moi, j'avais besoin de sentir que j'avais ma place dans ma propre famille. Je suppose qu'on n'obtient pas toujours ce dont on a besoin dans la vie. Joseph a ensuite tenté de jouer sur la corde sensible. Il s'est mis à me parler des liens du sang, et du fait que nous devions travailler ensemble pour résoudre cette situation. Plutôt gonflé, de la part du type qui n'avait pas prononcé un seul mot pour me défendre, lorsqu'il m'avait exclu de leur croisière de rapprochement familial. La conversation a duré une 20aine de minutes au total, avant que je ne me lasse de ces disputes sans fin, et que je ne raccroche. J'ai bloqué leur numéro immédiatement après, car je n'avais aucune envie de subir un second round. Cette paix n'a cependant pas duré bien longtemps. Le vendredi après-midi, alors que je travaillais depuis chez moi, quelqu'un s'est mis à marteler la porte de mon appartement, comme s'il essayait de la défoncer. J'ai regardé par le Judas, et j'ai vu ma famille tout entière, qui se tenait dans le couloir. Maman, papa, Joseph, et même tante Linda étaient présents. J'ai entrouvert la porte, mais j'ai pris soin de laisser la chaîne de sécurité enclenchée. Papa a exigé que j'ouvre immédiatement, en utilisant cette voix autoritaire qu'il employait quand j'étais enfant. Je lui ai répondu que cela me convenait très bien de discuter à travers la chaîne. Maman s'est remise à pleurer à chaudes larmes, se lamentant sur la façon dont j'avais soi-disant détruit leur vie. Joseph, pour sa part, essayait de jouer le rôle du médiateur raisonnable, répétant que nous devions arranger la situation tous ensemble. Papa a poussé sur la porte, comme s'il avait l'intention de forcer le passage, mais je lui ai fait comprendre très clairement qu'il allait rester là où il était. C'est alors que les véritables cris ont commencé. Papa s'est emporté au sujet de l'ingratitude, et de la loyauté familiale. Il m'a rappelé comment il m'avait élevé, et mis un toit au-dessus de ma tête. Je lui ai rétorqué qu'il s'agissait du toit de mon grand-père. Joseph s'en est mêlé, me qualifiant de gamin puéril et égoïste. Même tante Linda secouait la tête en signe de désapprobation, me traitant de monstre sans cœur. Les voisins ont commencé à sortir de chez eux, pour voir l'origine de tout ce vacarme. Madame Harrington, ma voisine de palier, observait la scène comme s'il s'agissait d'un divertissement de premier choix. La situation était clairement en train de dégénérer.
Je leur ai dit, assez fort pour couvrir leurs cris, qu'ils devaient quitter les lieux sur le champ. Papa a catégoriquement refusé. Il a déclaré qu'il n'irait nulle part, tant que je n'aurais pas réparé ce gâchis. J'ai donc sorti mon téléphone de ma poche, et j'ai composé le 911. J'ai mis le haut-parleur, pour qu'ils puissent tous m'entendre signaler que plusieurs personnes refusaient de quitter mon palier, et causaient un trouble à l'ordre public. Lorsque l'opérateur m'a demandé si j'étais en danger, j'ai répondu qu'il n'y avait pas de menace immédiate, mais qu'il se montrait particulièrement agressif, et refusait de partir malgré mes demandes répétées. Le couloir est devenu plongé dans un silence absolu, pendant qu'il m'écoutait donner mon adresse aux forces de l'ordre. J'ai annoncé à ma famille que les agents seraient là d'ici 10 minutes. C'était désormais à eux de choisir, s'ils voulaient encore être présents lors de leur arrivée. Maman a murmuré quelque chose sur le fait d'appeler la police contre sa propre famille. Je me suis fait un plaisir de lui rappeler qu'elle m'avait elle-même qualifié de personne avec laquelle elle n'était pas fière de s'afficher. Papa avait l'air de vouloir continuer à se disputer, mais Joseph l'a attrapé par le bras, et a annoncé qu'il partait. Au niveau de l'ascenseur, papa s'est retourné, pour lancer une énième menace sur le fait que cette histoire était loin d'être terminée. Je lui ai répondu qu'elle l'était bel et bien, puis je les ai regardés disparaître. J'ai ensuite rappelé le 911, pour annuler l'intervention des agents, puisque la situation était désormais résolue. Kazé est passé me voir dans l'après-midi, m'apportant des plats à emporter, et surtout, toutes ses félicitations. Elle avait appris, par le biais des rumeurs familiales, que mes parents avaient passé la nuit de mercredi dans l'appartement de Joseph. Ils essayaient actuellement de trouver des solutions de logement temporaire. Apparemment, la conversation de groupe de la famille avait littéralement explosé. Chacun y allait de ses théories sur ce qui s'était passé. Certaines personnes pensaient qu'il s'agissait d'une usurpation d'identité, ou d'une escroquerie. D'autres se demandaient si je n'avais pas été victime d'une sorte de dépression nerveuse. Mais fait intéressant, quelques proches commençaient à se poser de sérieuses questions. Ils cherchaient à comprendre comment, exactement, mes parents avaient pu vivre pendant tant d'années dans une maison qui ne leur appartenait même pas. Les répercussions se sont propagées très rapidement, à travers tout le réseau de la famille élargie. Tante Linda a appelé son mari, pour lui demander s'il savait que j'étais le propriétaire légitime de la maison. L'oncle Mike a commencé à se demander pourquoi mes parents n'avaient jamais mentionné le fait de payer un loyer à qui que ce soit. Des cousins fouillaient dans leurs anciennes conversations, tentant de déterminer à quel moment ce fameux transfert de propriété avait bien pu avoir lieu. Dès le vendredi, l'histoire s'était transformée en un conte dramatique de trahison familiale. Mes parents s'y positionnaient comme les victimes innocentes, face à mon soudain élan de cruauté. Maman racontait à tout le monde que j'avais subi une sorte de rupture psychologique, et que je m'étais retourné contre ma famille sans la moindre raison. Cependant, Kazé entendait également un récit bien différent, de la part de certains membres de la famille. Des questions se posaient sur les raisons pour lesquelles un jeune homme de 28 ans, devait entretenir une maison pour ses parents, et ce, sans la moindre compensation. Des commentaires circulaient sur le fait que mon exclusion de la croisière avait été plutôt cruelle. Et beaucoup commençaient à spéculer sur le fait qu'il y avait probablement bien plus à dire sur cette histoire, que ce que mes parents voulaient bien partager. Le développement le plus intéressant s'est produit au cours du week-end. Joseph a publié un message sur les réseaux sociaux, évoquant la situation familiale difficile à laquelle ils étaient confrontés. Il demandait des prières et de la compréhension, en cette période si éprouvante. Le texte était très soigneusement rédigé, pour le faire paraître sympathique, tout en évitant d'admettre le moindre détail compromettant. Mais la section des commentaires racontait une toute autre histoire. Plusieurs personnes ont ouvertement demandé pourquoi Ethan ne figurait sur aucune des photos de la croisière. D'autres ont fait remarquer que j'avais semblé contrarié, lors de la fête organisée pour la promotion de mon frère. Quelques amis de la famille ont commencé à rassembler les pièces du puzzle, et à poser des questions pour le moins dérangeantes. Le lundi matin, j'ai reçu un appel de la compagnie d'assurance de mes parents. Ils m'interrogeaient sur le transfert de propriété, et voulaient savoir si la couverture devait être mise à jour. Apparemment, mes parents avaient tenté de déposer une sorte de réclamation concernant leurs biens personnels, sans réaliser qu'ils n'étaient désormais plus les propriétaires de la maison. Ce même jour, un avocat m'a appelé, affirmant qu'il représentait mes parents, et qu'il souhaitait discuter de la vente de la propriété. Je lui ai répondu de m'adresser toute communication par écrit, et j'ai raccroché. Je doute fort qu'ils aient les moyens de s'offrir un véritable avocat, de toute manière. Il s'agissait probablement juste d'une simple consultation, qu'ils avaient obtenue dans le seul but de m'effrayer.
Le mardi, j'ai appris par l'intermédiaire de Kazay, que mes parents avaient déniché un appartement en location à l'autre bout de la ville. Rien de bien extraordinaire, un 2 pièces situé dans un complexe résidentiel, près de l'autoroute. C'était une sacrée dégradation de leur niveau de vie, comparé à cette belle maison de banlieue, avec son grand jardin et son garage pour 2 voitures. C'était apparemment Joseph qui se chargeait de toute la logistique, car mes parents étaient trop bouleversés, pour gérer les demandes de location et les dépôts de garantie. Il avait même dû s'absenter de son travail, pour les aider à s'installer. Ce qui n'était probablement pas l'idéal pour les nouvelles responsabilités, liées à sa récente promotion. La situation du garde-meuble a ajouté une couche supplémentaire de complexité à toute cette affaire. J'avais bien laissé les informations d'accès à leur disposition, mais mes parents avaient beaucoup de mal à accepter la réalité. Toutes leurs affaires étaient désormais emballées dans des cartons, au lieu d'être soigneusement disposées dans leurs espaces familiers. Maman n'arrêtait pas d'appeler le centre de stockage. Elle posait sans cesse des questions sur le contrôle de la température, et sur l'efficacité des caméras de sécurité. Papa, de son côté, voulait savoir s'il pouvait installer des serrures supplémentaires, ou bien passer à une unité de plus grande taille. Il traitait cet endroit comme un logement permanent, au lieu d'y voir un simple stockage temporaire, pour des objets provenant d'une maison qu'il ne possédait plus. À la fin de cette toute première semaine, la réalité s'était imposée à chacun d'entre nous. Il ne s'agissait pas d'un simple malentendu, qui pourrait être résolu à l'aide de quelques coups de téléphone, ou de réunions de famille. La maison était vendue de manière irrévocable. L'argent reposait bien au chaud sur mon compte bancaire, et les nouveaux propriétaires étaient déjà en train de repeindre la cuisine, ou de faire les magasins pour meubler la chambre de leurs jumeaux. Mes parents étaient passés du statut de propriétaire, bénéficiant de 30 ans de valeur acquise, à celui de simple locataire. Ils devaient tout recommencer à zéro, avec le peu d'économies qu'il leur restait, après leurs luxueuses vacances européennes. Joseph était extrêmement stressé à l'idée de devoir les soutenir financièrement, tout en continuant à entretenir son propre appartement. La famille élargie était profondément divisée. Certains soutenaient mes parents coûte que coûte, tandis que d'autres remettaient en question les véritables raisons, qui avaient conduit à une telle situation. Quant à moi, j'étais à la recherche d'un nouvel appartement, dans des quartiers bien plus agréables. J'étudiais de nouvelles opportunités pour développer mon entreprise, et, par-dessus tout, je dormais mieux que je ne l'avais fait depuis des années. Il s'avère qu'il y a quelque chose d'incroyablement libérateur, dans le fait de se défendre enfin soi-même, après avoir passé des décennies à être traité comme la grande déception de la famille. Qui aurait cru, qu'un jour, refuser d'être utile pourrait procurer un tel sentiment de satisfaction ?